Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 28 septembre. À la une de l'actualité, après 5 jours passés sur le territoire, la commission des lois a quitté Mayotte. Depuis lundi, la délégation emmenée par la présidente Yaël Braun-Pivet a pu rencontrer les acteurs du territoire afin de mieux comprendre les réalités du 101e département de France. Responsables associatifs, magistrats, entrepreneurs, élus, les membres de la commission y voient plus clair sur les problématiques locales. Cela va notamment leur permettre de mieux évaluer si une loi répond aux réalités du territoire. Un sujet signé Marion Tellier et Leslie Vimonet. Jamais Mayotte n'avait accueilli autant de personnalités politiques que ces dernières semaines. Après le ministre de l'Éducation nationale et la commission des affaires culturelles et de l'éducation, la commission des lois a posé ses valises pour 5 jours à Mayotte. Depuis lundi, la présidente Yaël Braun-Pivet a pu aborder de nombreux sujets avec les acteurs locaux, avec en premier lieu la question de l'immigration et des reconduites à la frontière, source de tensions sur le territoire. Il est impératif que les personnes qui sont interpellées en situation irrégulière sur ce territoire et qui doivent être conduites parce qu'on leur a notifié le titre qui correspond à cette expulsion, le soient. Donc il est impératif que ces reconduites puissent être effectives parce que autrement il en va aussi de l'efficacité de notre politique. Et aujourd'hui il y a certains bateaux qui partent avec des personnes en situation irrégulière à bord, mais il faut que ce mouvement soit amplifié. Il n'est pas acceptable que nous ne puissions pas mener ces reconduites à la frontière. La commission des lois est l'une des 8 commissions permanentes. Elle planche sur le droit constitutionnel, les libertés publiques, le droit électoral, le droit civil et pénal, l'organisation de la justice et des collectivités territoriales, le droit commercial ou encore le droit des sociétés. À ce titre, la loi Elan sera prochainement soumise au Parlement. L'une des dispositions qu'elle contient confère au préfet de Mayotte la possibilité d'expulser des personnes en situation d'occupation illégale sans avoir à passer par la justice. Une bonne chose pour la présidente de la commission des lois. Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a des zones assez colossales qui sont constituées d'habitats extrêmement précaires sur des terrains que l'on voit à l'image, sur des terrains dont on ne sait pas forcément qui en est le propriétaire. Donc il y a toute une problématique en fait très globale sur cette question-là, avec des problèmes de foncier, avec des problèmes de cadastre, avec des problèmes de construction après. Et j'ai pu visiter toute une zone où il y a justement des projets qui sont faits pour faire des constructions beaucoup plus dignes pour la population. Donc il est clair que à cet égard, il faut vraiment mobiliser tous les outils juridiques possibles pour que ça ne soit pas, en tout cas que ces outils juridiques ne soient pas des freins au remplacement de ces habitats particulièrement dégradés. Des outils juridiques pour développer Mayotte. Voilà ce que peut apporter cette visite, puisque désormais les membres de la commission des lois connaissent beaucoup mieux les réalités du territoire. Yaël Braun-Pivet repart d'ailleurs à Paris avec beaucoup d'images en tête. Je vais leur dire que Mayotte c'est beau, que Mayotte c'est chaleureux, que on a vu des gens passionnés par leur île, qui ont envie qu'elle se développe, qui ont envie de faire des choses. Donc on a vu vraiment, on a vu des associatifs, on a vu des militaires, on a vu des gendarmes, on a vu des magistrats, on a vu des syndicats, du monde économique. Santé aussi. La santé, ils ont envie. On voit des gens qui sont déterminés, qui sont vraiment mobilisés. Il ne vous aura pas échappé que j'étais accompagnée aussi de 2 de mes vice-présidents. Donc un de la République En Marche, mais un du parti Les Républicains, et que nous avons eu pour beaucoup la même vision de ce territoire. Donc il est extrême. Donc c'est toute la commission des lois en quelque sorte qui était là. Ça n'est pas uniquement moi. Donc je pense que effectivement, vous avez raison. Ça va nous permettre, lorsque des dispositions arriveront, de les appréhender de façon, je pense, beaucoup plus adaptée par rapport à la connaissance que nous avons maintenant de ce territoire. Mieux adapter les lois aux réalités du territoire, voilà là une promesse qui, si elle est tenue, permettra à l'île aux Lagons de faire face à un grand nombre de défis. Les membres du collectif de Mayotte ont pu rencontrer la commission des lois. Ces derniers attendent d'ailleurs un signe de l'État concernant les reconduites à la frontière. En attendant, après avoir fermé l'ARS hier, aujourd'hui une délégation s'est rendue du côté de Dzaoudzi l'abattoir. Des mamans sont entrées dans la mairie afin d'exiger une rencontre avec le maire de la commune, également président de l'association des maires de Mayotte.
Selon les membres du collectif, Saïd Omar Wali est avec le président du conseil départemental l'un des élus à même de soutenir leur cause au sein des plus hautes instances de l'État. Écoutons Hachim Yamdere au micro de Patrick Pignon. On va la bloquer, sinon il ne fallait pas devenir président des maires. Si on n'est pas capable de parler avec sa population, on ne se fait pas élire. On fait notre métier. Donc on va revenir ici. Là, on est parti sagement. Il sera obligé de nous parler. Qu'est-ce que vous lui reprochez au maire? On ne reproche pas au maire. Là, on est en train de parler au président des maires, des associations des maires. On veut que M. Saïd Omar Wali, étant la troisième personne importante de Mayotte, que M. Saïd Omar Wali vienne nous parler. Parce qu'on a des choses à lui dire. S'il ne vient pas nous parler, on ne peut pas lui parler. Donc il faut qu'il vienne nous parler. Et il ne faut pas qu'il se cache derrière la gendarmerie et la police. Il ne faut pas qu'il se cache derrière la gendarmerie et la police. Parce que nous, on a déjà vendu notre vie. Il faut qu'il sache qu'on a déjà vendu notre vie. Notre vie, elle va servir pour la cause de Mayotte. Donc, on n'a pas peur. On va revenir là. On va revenir. Et comme chaque année, Thani Mohamed Soilihi, le sénateur de Mayotte et vice-président du Sénat, a souhaité communiquer son bilan d'activité sur l'année 2018. S'il a été secoué par des bouleversements de nature différente lors des 6 derniers mois, notamment avec le mouvement social qui a débuté en février dernier, le sénateur affirme constater des avancées très positives ainsi qu'un dialogue approfondi avec le gouvernement. Marion Tellier était sur place pour faire le point sur cette nouvelle année de mandat. Reportage. Aujourd'hui, se déroulait le point bilan du sénateur Thani Mohamed Soilihi, une rétrospective annuelle à laquelle s'est engagé le sénateur, l'occasion de revenir sur les mesures phares de cette année. La continuité de la bataille sur le foncier, avec le rappel du décret sur la zone des pas géométriques, sorti au mois de mai dernier, ou encore les dispositions sur le droit du sol. En faisant le recoupement avec les derniers chiffres qui sont sortis sur le recensement, et notamment les naissances à Mayotte, il s'avère que 41% des naissances à l'hôpital de Mamoudzou sont le fait de 2 parents en situation irrégulière. Donc ça veut dire que 41% des enfants nés à l'hôpital, selon le dernier recensement, ne doivent pas bénéficier du droit du sol. Le sénateur s'est exprimé sur la nécessité que chacun collabore pour affronter les défis auxquels l'île soumet ses habitants et que chacun s'approprie les lois votées. Il multiplie à ce titre les rencontres avec divers partenaires. Ça peut être des rencontres avec des élus locaux, ça peut être des rencontres avec des organismes syndicaux, ça peut être des associations, en tout cas toute demande qui est émise pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir le concours du sénateur dans les travaux qui sont menés. Une conjugaison des efforts qui pourra être facilitée par la mise en place prochaine d'une plateforme de consultation des élus locaux. Les premières consultations seront lancées en octobre 2018. Elles permettront aux élus locaux de s'exprimer et donner leur contribution sur des questions et projets d'actualité. Tout autre sujet maintenant dans votre 19h. Depuis plusieurs mois, le lagon mahorais accueille le catamaran Éole 1er. Néanmoins, son propriétaire Patrick Varela connaît quelques mésaventures avec les autorités. Il y a quelques jours, il a reçu un courriel du commandant adjoint au port de Mayotte. Ce dernier sommet Patrick Varela d'accoster son navire le long du quai et non plus au cul. Il justifiait cette demande par des obligations de sécurité, ajoutant qu'il est plus facile aux navigateurs de s'adapter aux infrastructures que l'inverse. Depuis, les affaires maritimes se sont rendues sur son bateau et ont constaté qu'aucune manœuvre dangereuse n'avait cours. Cependant, la colère reste vive pour le prestataire. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. C'est un acharnement en permanence et on me harcèle en permanence. Depuis que je suis arrivé avec ce bateau, le 8 décembre, je suis arrivé, on a commencé à me harceler. Ça, c'est une manœuvre qui est utilisée en grande majorité avec ce genre de bateau. J'ai contacté quand même le commercial parce que je me suis dit, bon, peut-être que je suis un débile et que je sais pas faire les manœuvres et que je suis peut-être un mauvais capitaine. Ouais. Bon, il faut le prouver, ça pour l'instant, c'est pas le cas. Et 75% est effectué, cette manœuvre, sur ce genre de bateau dans le monde entier.
Ouais. C'est AQ. Voilà, Ouais. c'est une manœuvre AQ. C'est Ouais. comme ça que ça s'appelle. Ouais. Après, vous avez vu une photo où on m'a demandé de me mettre en parallèle. Oui. C'est une manœuvre, enfin, une mise Celle-là. à qui est normale. Mais vous pouvez bien comprendre, même le plus débile des personnes peut bien comprendre qu'on peut pas monter sur mon bateau. C'est pas possible. On veut faire du tourisme. Bah, il faut donner les moyens aux gens comme moi qui investissent ici à Mayotte. Ouais. Pour faire leur travail correctement. Ouais. Donc il faut des vrais pontons. Voilà. Ouais. Ou alors, pas faire venir des bateaux comme ça. Il faut rester avec les petites barques, quoi. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 28 septembre. Mercredi, la direction de la SMART assurait que ses activités de manutentionnaire se poursuivaient, et ce malgré la décision du tribunal de grande instance d'approuver la résiliation de la convention l'alliant à MCG. Hier, les salariés du manutentionnaire historique ont décidé de s'exprimer à leur tour. Ils affirment, je cite, « Confortés par les institutions, MCG décide en ce jour d'expulser unilatéralement la SMART parce que ses salariés ont osé utiliser un de leurs seuls moyens de revendication de leurs droits, à savoir le droit de grève. 138 salariés et leurs centaines de familles vont être privés de ressources du jour au lendemain. Alors que la SMART ne travaille que sur 2 petits navires, comme ils le disent, nous apprenons encore une fois ce matin que la CMA-CGM, d'une manière que nous appellerons abusive, car sans explication ni règle, nous retire l'un d'eux et nous laisse travailler que sur un navire par mois. Que des milliers de familles se retrouvent sur le carreau ne leur fait ni chaud ni froid. Hier, le CUFR de Dembéni a vécu la première grève de son histoire. La mobilisation a connu une importante participation puisque 85% des personnels administratifs et techniques ont été mobilisés sur l'ensemble de la journée. Toutes les catégories de personnel, titulaires et contractuels, ont participé à l'action. La CGT Éducation Mayotte salue la remarquable unité dont font preuve les personnels. Le syndicat poursuit, je cite, « La direction du CUFR a accepté tardivement de rencontrer une délégation de personnel gréviste, mais nous ne pouvons que déplorer l'absence d'avancées concrètes depuis notre dernière concertation. Bien que les personnels du CUFR soient toujours dans une volonté de négociation, sans communication et propositions concrètes de la direction concernant leurs revendications, une prolongation et un durcissement de l'action avec le dépôt d'un préavis de grève reconductible sont inévitables dans les prochains jours. » Et en parallèle de la grève au CUFR, hier, des enseignants ont répondu à l'appel national contre la réforme de l'enseignement professionnel. Selon la CGT Éducation Mayotte, le taux de grévistes a été supérieur à 30% parmi les enseignants titulaires de la voie professionnelle. Un tractage informatif a eu lieu dans l'ensemble des lycées professionnels de Mayotte, avec des rassemblements plus importants devant les LPO de Kahani et de Chirongui. Dans ces 2 établissements, des délégations ont été reçues par les directions afin de faire le point sur les conditions d'études des élèves et de travail des personnels. Pour la CGT Éducation, si cette première journée de mobilisation est une réussite, elle en appelle d'autres. Le syndicat annonce d'ores et déjà qu'il invitera l'ensemble des personnels à se mobiliser de nouveau dans les toutes prochaines semaines. Culture dans votre 19h, la 35e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le thème de l'art du partage, s'est déroulée les 15 et 16 septembre dernier. 12 communes de Mayotte y ont participé, avec 30 propositions de visites, de dégustation de la cuisine mahoraise, d'ateliers ou de spectacles qui ont été proposés aux visiteurs. À Bouéni, pas moins de 1200 personnes se sont réunies pour la nuit de la culture qui était consacrée à la découverte des danses et chants d'autrefois, rappelant différentes phases de l'histoire de Mayotte. À quoi l'histoire était aussi mise à l'honneur avec des visites guidées sur les sites archéologiques de l'ancien village Agnalam Kiri et la nécropole d'Ansiraka Boara, 2 sites datant du XIIe siècle. Écoutons la directrice des affaires culturelles à la préfecture qui nous parle de l'engouement de plus en plus visible pour la culture à Mayotte. C'est très très réjouissant pour nous puisque cette année on a, avec l'aide des collectivités qui organisaient des événements et des associations, on a décompté plus de 7300 visiteurs. C'est incroyable. Et des visiteurs très, des chiffres très en augmentation, variés. clairement. Ah bah, c'est le double de l'année dernière, avec une préparation qui a été un peu entamée par les grèves, etc. Donc on est tous très ravis, on est très contents, surtout parce que c'est la preuve que quand on arrive à travailler ensemble, ça fonctionne. Et en fait, on est au bilan des Journées européennes du patrimoine, mais on est déjà sur l'année prochaine et on est déjà avec nos collègues des collectivités, des associations pour dire bon, l'année prochaine, comment on travaille, comment on fait avancer
la formation des agents des collectivités pour que les choses se professionnalisent, que les événements soient de mieux en mieux organisés et que le public soit satisfait. On termine cette édition avec l'inauguration du groupe scolaire Fundi AD, initié par le SMIAM en 2006 pour un coût total de 8,5 millions d'euros. Cette école située à Tsunzouin a mis 12 ans pour voir le jour. Construit sur un étalement de 5 blocs, le groupe scolaire est composé d'une école maternelle avec 10 salles de classe et d'une école primaire de 14 salles de classe. Ouvert au public le 10 septembre dernier, Fundi AD accueille plus de 700 élèves et possède les moyens de se passer des rotations scolaires. Un sujet signé Abbas Salidi, Amina Ariti et Daniel Deragakwa. Pour les autorités et l'équipe municipale de Mamoudzou, cette inauguration sonne comme un ouf de soulagement. Le groupe scolaire tant attendu a enfin ouvert ses portes aux élèves après de longues années de galère. Ça a commencé en 2006 et avec le SMIAM et la mairie a repris en 2016. Il y a encore eu beaucoup de choses administratives qu'on a dû passer du SMIAM à la mairie, des entreprises, beaucoup de choses qui ont dû être remises à plat. Et c'est pour ça que c'était un chantier un peu difficile. Un chantier difficile à n'en pas douter, mais qui valait bien la peine d'être mené. Résultat, à la fin des travaux, une école maternelle de 10 salles de classe et une école primaire qui, elle, en contient 14, le tout réparti sur 5 blocs. Avec un effectif de 720 élèves, nul besoin donc d'avoir recours aux rotations scolaires. C'est un progrès, comme j'ai toujours dit, on va de l'avant. Et avec monsieur le préfet, évidemment, on a une planification. On va continuer à planifier des constructions d'écoles, de collèges, de lycées pour le bien-être de nos élèves et au bénéfice aussi des conditions de travail les plus favorables possibles à nos enseignants et personnels. Assurer de bonnes conditions de travail aux enseignants, mais aussi aux élèves inscrits dans l'établissement. À ce titre, celui-ci dispose d'une salle spécialisée, d'une salle polyvalente et d'une salle informatique. 2 réfectoires dédiés à la pause méridienne devraient également être opérationnels très prochainement. S'agissant des classes de CP à 12 élèves, l'inspectrice de circonscription et la directrice de l'école s'attellent là aussi à la tâche, comme nous l'explique le vice-recteur. Nous sommes dans le cadre de l'école de la République, donc toutes les réformes qui ont été annoncées doivent être mises en place. Parfois ça prend du temps parce que Mayotte, comme je dis toujours, vous le savez, est un territoire spécifique, donc nous prenons notre temps aussi pour ne pas bousculer certaines traditions, et puis il faut aussi prendre en compte les difficultés sur le terrain. C'est-à-dire que nous avons de nombreux élèves ici dans cette école. Je pense qu'effectivement tout se passera bien, les réformes seront appliquées. Tout semble donc bien parti pour faire du groupe scolaire Fundi AD un modèle d'établissement inspirant. Il appartient désormais aux élèves et à l'équipe pédagogique d'en tirer le meilleur. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée et à lundi.